Parce que le phénomène d'hypercroissance est récent, parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de Double 6, et dans Kiss My Scale, on parle de nos sujets de prédilection. Stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même, on dessine. Notre invité du jour est Solaire, un savant mélange de sympathie et de bonne distance, celle qui tient en respect, de souplesse et de solidité, une personne qu'on peut suivre en temps de paix comme en temps de guerre. Dans ce nouveau podcast, nous recevons Virginie Dupin. Virginie est vice-président marketing IMIA chez Mirakl. Mirakl, c'est une solution de marketplace qui se positionne en tête d'affiche de la French Tech. En 2021, l'entreprise a fait les gros titres suite à une méga levée de fonds de 555 millions de dollars. Au cours de notre échange, Virginie nous partage ses 100 premiers jours, les enjeux de développement à l'international, les relations avec les sales et la recherche de la recette secrète d'un excellent marketing mix. Bienvenue dans Kiss My Scale. Tout simplement, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et surtout présenter Mirakl, on connaît, mais... Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Virginie Dupin. Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais du marketing en B2B, dans la tech, en France, au service soit de start-up ou grosses PME françaises en forte croissance ou avec des go-to-market sur des marchés très spécifiques, dans des écosystèmes très spécifiques, avec à la clé des objectifs vraiment de structurer des équipes afin de soit d'aller vers une acquisition, soit aller vers une IPO. Et puis, plus récemment, ces dernières années, suite à une acquisition, justement, j'étais en charge pour un éditeur de logiciels américain de tout le marketing sur l'Europe. Enfin, et donc Mirakl. Et alors Mirakl, c'est très récent. Mirakl, ça fait un peu plus de 6 mois. Je suis arrivée donc à l'automne 2021 avec pour mission justement d'accompagner cette croissance forte. Mirakl en 2021, on a levé 555 millions d'euros après avoir levé plus de 120-130 millions l'année précédente. Mirakl aujourd'hui, donc c'est une des grandes licornes françaises, leader sur le marché des marketplaces et qui connaît aujourd'hui une croissance extrêmement forte. Nous sommes à ce jour plus de 700 employés dans le monde. Nous avons des bureaux dans les principales capitales européennes, à Boston, aux États-Unis, en Australie, au Brésil, voilà. Et donc nous, on est aujourd'hui dans une phase où, effectivement, on a dépassé la phase start-up, on est une scale-up, et il faut avancer très vite pour, bien sûr, attraper des parts de marché le plus vite possible sur l'ensemble des marchés. Et alors, vraiment, curiosité de néophyte, mais alors comment ça se passe pour attraper un profil comme le tien? Enfin, est-ce que Mirakl te faisait rêver? Est-ce qu'on est venu te voir? Oui, alors c'est assez amusant et c'est une jolie histoire. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir d'ailleurs. Je pense que j'étais une employée extrêmement engagée dans mon entreprise précédente, sans velléité aucune de bouger. En fait, c'est la force du réseau aussi. L'anecdote, c'est que c'est personne que j'ai rencontrée il y a un peu plus de 20 ans au boulot. On s'était retrouvés, on a à peu près le même âge, et on s'était retrouvés toutes les deux à travailler ensemble. Elle m'a présenté mon mari à l'époque, et puis maintenant elle m'a présenté mon employeur, donc je lui dois beaucoup. Mais effectivement, donc c'est le réseau, c'est mon ami qui avait été approché par un de ses anciens boss et qui m'a appelé un soir en me disant écoute, il y a le CMO de Mirakl qui cherche sa VP Europe, et est-ce que ça t'intéresse de lui parler? Moi je viens de changer, pour moi les planètes sont pas bien alignées.
Et là, est-ce que Miracle me faisait rêver? Je dirais que quand on est marketeuse en B2B tech en France, on refuse pas de prendre un café avec le CMO de Miracle. Et donc, je suis arrivée dans cette interview, qui était vraiment un meet and greet très informel. On s'est parlé 30 minutes et je lui disais non mais Joe, tu sais moi je vais voir si dans mon réseau je connais des gens, qu'est-ce que tu cherches, etc. Puis on s'est parlé 30 minutes, il avait un avion à prendre, il m'a dit on pourrait peut-être se reparler 30 minutes la semaine prochaine. Finalement on s'est reparlé 2 heures et après il m'a dit ce serait peut-être bien qu'on rentre dans un process de recrutement et voilà. Oui, c'est drôle. Tu te voyais pas à cette place finalement lors des premiers échanges. Non, voilà, c'était aussi, c'est des moments de vie. Quand on rejoint, il y avait à la fois, je dirais, la professionnelle qui trépignait en se disant là, je vais parler au CMO de Miracle, il cherche quelqu'un, voilà, et voir tout ce qu'on pouvait imaginer de faire. Et puis après, il y a une vie de famille à concilier. Rejoindre une licorne en hypercroissance, c'est s'apprêter à faire un marathon au quotidien et qu'il faut tenir dans la durée. Donc c'était aussi un choix et c'était aussi pour ça que j'étais un peu d'abord dans un objectif assez précautionneux parce que il a fallu aligner des planètes plus personnelles en fait. Donc ça se fait, les planètes s'alignent. Oui. Tu démarres. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment sont passés... on peut parler des 100 premiers jours d'onboarding. Par quelles étapes es-tu passé? Quel livrable as-tu produit? Ouais. Alors, moi, je suis arrivée à l'aube de Q4. Et en fait, le lendemain de mon arrivée, on a annoncé les 550 millions. Et donc, il y a toujours un petit moment d'euphorie en se disant « Waouh, on va pouvoir faire plein de choses ». Et il y a surtout un grand moment de responsabilité après, de se dire « Oh là là, nos cofondateurs, ils ont eu la confiance pour avoir cette somme. Il faut qu'on soit digne de leur confiance pour participer à mener le bateau à bon port et efficacement ». Voilà, il y avait beaucoup d'euphorie. On avait fêté ça avec quelques bulles, mais je suis rentrée chez moi avec aussi le poids de me dire oula, je savais que c'était un marathon, mais ça va être encore plus rapide. Voilà, et avec encore plus de pression. Donc il y a eu très vite alors moi je suis dans ma nature, je suis quelqu'un qui aime bien d'abord je fais assez rapidement confiance aux gens. Je jauge assez vite les gens et voilà, j'apprécie de travailler dans un climat de confiance. Et surtout, je veux avoir un impact très vite. Et donc là, j'ai eu la chance chez Miracle d'être vraiment soutenue et écoutée sur des enjeux de recrutement, parce que comme toutes les licornes, comme toutes les boîtes dans la tech, le recrutement c'est un casse-tête. Arriver à structurer une équipe, embaucher, c'est très difficile. On voit que même quand on fait de belles offres, les candidats sont très sollicités, sont très peu nombreux, et c'est difficile. Mais là, j'ai été très épaulée à la fois par mon CMO, Joe Sawyer, et puis par les équipes des ressources humaines de Miracle. Et moi, je leur ai dit, voilà, au 1er janvier, je veux avoir en place mon équipe cible. Parce que le marketing, c'est plein de composantes et je souhaite avoir mon équipe en place. Et donc, ça a généré beaucoup de travail. Alors, on a embauché à l'extérieur des postes qui étaient vacants ou qui avaient besoin d'être renforcés. Et je pourrais parler pour moi, quand je disais je veux mon équipe cible en place, je voulais avoir quatre piliers en place. C'est-à-dire que on le voit, on grandit très vite. Donc on avait déjà plusieurs field marketing managers et je voyais que mon râteau il allait s'agrandir. Et donc, j'avais besoin d'avoir un leader, une directrice ou un directeur field marketing pour l'Europe. J'avais besoin de créer le pilier très important du partner marketing. Le marketing, les partenaires, ça doit être une source de leads qui sont généralement plus matures que ce que le marketing peut sourcer. Donc ça, c'est une source précieuse et c'était un poste qui n'avait pas été ouvert auparavant, créé. Et puis, il fallait définitivement renforcer le digital. Parce que bon, c'est pas à vous que je vais dire que le digital aujourd'hui, c'est extrêmement clé. Et puis, comme on est de toute façon, on est le marketing, on nous donne de l'argent, il faut rendre des comptes, on a des chiffres à produire, il faut quand même qu'on puisse avoir une puissance de frappe en termes de marketing operations, quelqu'un qui vraiment gère le tech stack et qui gère tout le reporting du marketing. Donc, il y avait déjà quelqu'un en place, mais renforcer
ce rôle de marketing ops. Voilà, Okay. donc ça a été vraiment le début, c'était de se dire, voilà, il faut que tout ça se soit en place au 1er janvier. Et en attendant que tout ça soit en place, eh bien, il faut continuer à faire voler l'avion en même temps qu'on va, en bon français, turbocharge, enfin charger, enfin accélérer et puis changer le moteur. Run and build. Voilà, run and build. La vitesse de croisière sur laquelle il fallait garder une bonne cadence, sur quel chantier était-elle? Alors, il y avait l'excellente surprise, c'était qu'on avait déjà un field très solide avec une équipe. Alors, je dis toujours les filles, mais parce qu'en fait, c'est que des filles. Mais voilà, donc toute cette équipe de jeunes femmes en place dans les pays, ça tournait déjà très très bien. Et alors, il y avait un biais qui était que le marketing était extrêmement tourné vers de l'événementiel, ce qui est très normal dans le sens où on est aussi en besoin de visibilité dans la plupart de nos pays. Voilà, donc être avec un beau stand sur un événement, etc. C'est très rassurant pour les équipes, ça nous donne la visibilité. Après, c'est que la petite partie de l'iceberg marketing. Donc, il y avait toute cette partie qui était déjà très solide. Donc, il fallait continuer à la faire rouler sur le 4e trimestre, tout en petit à petit infusant des nouvelles briques marketing qui méritaient d'être ou renforcées ou créées. Hein. Donc l'aspect digital était vraiment une source peu optimisée. Ok, on en était. On parle de quoi en digital du coup, parce que ça peut vouloir dire. Ça peut vouloir dire plein de choses. Alors là, je dirais c'est plutôt tout ce qui était l'engagement digital vers la beauté de Miracle. Hein, c'est quand même qu'on a d'abord des clients prestigieux et contents qui ont donc fait beaucoup de témoignages, mais on a aussi une cible qui est très identifiée. Donc à savoir. Bon, c'est-à-dire qu'on sait à qui on veut vendre, hein, tout ce qui est le retail, tout ce qui est les grands comptes. On veut aller dans certaines branches du B2B, mais enfin, pour un marketeur, ce qui est sympa, c'est que vous arrivez, on vous dit, la base de données, elle est là. Et donc, voilà, il y a environ 4000 comptes en Europe où on sait que c'est des comptes cibles pour nous. Donc, digitalement, comment on parle à ces gens-là au quotidien, de façon smart, comment on les engage dans des stratégies full funnel, à travers LinkedIn typiquement, comment on fait des Google Ads qui font sens, pour qui, etc. Donc tout ça, c'était très embryonnaire. Et donc là, il fallait vraiment repenser tout ça. Donc on a voilà. C'est presque étonnant en fait quand tu imagines un. Non, mais je pense que ça peut aussi décomplexer un certain nombre de professionnels qui nous écoutent et qui peuvent se sentir peut-être à la ramasse, justement. Enfin, pardon, c'est pas du tout les termes que tu employais, mais. Non, mais je suis d'accord, je te rejoins. Ça a été ma grande surprise, en fait, de me dire, mais on n'exploite pas la mine d'or qu'on a. On investissait sur LinkedIn, mais c'est là aussi où je pense qu'il y a. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais je pense que dans les startups, à des moments, on embauche des gens assez juniors qui vont extrêmement bien gérer le quotidien, etc. Et puis, en fait, parce qu'on est emporté par ce quotidien, parce que ce que je vous dis, si on court un marathon tous les jours, eh bien, on ne pense plus à qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. Et c'est cette logique d'amélioration continue qui, en fait, c'est pour ça que je vous dis, on était resté à un stade très embryonnaire parce qu'on travaillait quelques comptes, etc. Et moi, quand je suis arrivée et que j'ai vu qu'il y avait pratiquement un potentiel de 4000 comptes, tout de suite, ça a été de se dire, OK, donc comment on passe de 100 à 500 et avec toutes les optimisations budgétaires qu'il faut aller derrière, parce que sinon, on peut effectivement dépenser beaucoup d'argent. Mais pour moi, la performance et la capacité à justifier d'un retour sur investissement, c'est hyper important. Alors, on n'est pas dans des phases quand on est en hypercroissance, on est dans la phase heureuse encore où on me demande pas au quotidien de justifier pourquoi j'ai mis 10 000 ou 100 000. Mais ça viendra, et c'est aussi pour ça que je crois beaucoup à l'importance dès le début, d'avoir cette logique-là. Donc, pour moi, ça a été vraiment de dire, OK, il faut
accroître notre présence digitale qui est embryonnaire. Il faut le faire de façon smart et de façon progressive. Et c'est passé par des choses où je suis arrivée, une des choses qui m'a surprise, par exemple, on avait plein de pubs qui tournaient en turc. En turc. Alors bon, je me suis dit tiens, mon marché clé, France, Allemagne, UK, Espagne, bon la Turquie, ok, il y a une super dynamique en Turquie pour les marketplaces, il faut pas le renier. Mais est-ce que c'était l'investissement le plus pertinent à l'instant T? Franchement pas. Est-ce que traduire en turc, en italien, en espagnol, en allemand, c'était la façon la plus pertinente d'engager? Eh bien, il s'avérait que non. Donc on est encore au moment où on se parle. Là, sur ce premier trimestre, on a repassé tous les digitales en anglais, vraiment pour créer nos bons bassins d'audience, avoir notre socle, éduquer les algorithmes, etc. Enfin, je ne vais pas non plus être trop technique. Je ne le suis pas trop non plus, mais voilà. Mais pour vraiment arriver à combiner l'audience touchée, le volume, la qualité et le coût. Pour nous, ça a été vraiment la clé. Et là, on s'est mis... donc, j'ai une digital marketeuse qui est arrivée pour l'Europe en janvier. Sa feuille de route, ça a été de se dire, on se met pas la rate au courbouillon. Il y a énormément de choses. Il faut que tu prennes le temps de faire un diagnostic. Qu'est-ce qui marche pas? Quels sont les quick wins? On s'est rendu compte qu'il y avait des petites choses toutes bêtes. On a optimisé toutes nos landing pages, les emails, on a changé les templates, les couleurs, les trucs. On a commencé de l'A/B testing sur plein de posts. Donc il y a eu quelques quick wins comme ça. Et par contre, voilà, il y a du long terme. Il y a du long terme. Et moi, l'objectif, c'est que à fin juin, on ait trouvé. Je dis souvent, en fait, on sait qu'on veut faire un gâteau au chocolat. On sait que celui qu'on fait en ce moment, il est bon, il est comestible, mais il n'est pas délicieux. Il y a des ingrédients qui sont pas bien dosés. Donc, c'est comment on affine cette recette en permanence pour qu'à fin juin, voilà, on puisse dire à nos execs, ça y est, on a une recette qui fait que notre gâteau il est bon, il est solide parce que on combine ce reach, cet engagement dans nos target accounts. Mais donc c'est le reach. On a des leads derrière de qualité parce qu'alors c'est aussi nous on cible aujourd'hui, je dirais director, VP and above. Donc on a quand même une reach en termes d'audience qui est très spécifique, qui est très onéreuse, ok. Et donc on travaille sur cette optimisation des coûts, avec pour objectif donc d'ici Q3 de repasser sur du digital en langue native pour nos pays principaux, la France, l'Allemagne et probablement l'Espagne. D'accord. Enfin, je vois que souvent la question de la langue, quand on est sur l'Europe, c'est vraiment une question qui se pose. Est-ce qu'on décline dans tous les pays? Oui. Donc là, vous, dans cette phase finalement de test ou de rationalisation, c'est anglais partout, mais sachant que vous allez... Alors c'est anglais partout sur LinkedIn, sur LinkedIn. Après, on avait déjà commencé et ça on le maintient. Tous nos gens en base de données reçoivent des communications en langue native, français, anglais, allemand, espagnol. Et d'ailleurs, c'est là que, évidemment, Mirakl, il y a un biais français. On voit la super success story. Donc toi, quand tu prends le poste, comment tu considères la France versus le reste de l'Europe? Comment tu projettes ta mission et ensuite confronté au réel, quelle est la part de l'un et de l'autre? En fait, le truc, c'était ça, c'était de se dire bon, alors la France, c'est le navire amiral, mais on a déjà tout ce qu'il nous faut. L'inbound, les gens ils savent trouver. Ils ont besoin d'une marketplace, et paf, c'est Mirakl. Donc, je vais pas dire que je m'en suis pas occupée, mais c'est vrai qu'immédiatement, mon focus, ça a été de dire comment on supporte, comment on aide mieux les autres hubs à faire émerger leur notoriété. Premier mois, je passe 2 jours à Munich, j'ai toute l'équipe qui pleurnichait. On était en page 4 de Google Allemagne. C'est des choses, il faut vite le fixer dans un pays qui est clé pour nous, où il y a une concurrence locale importante. Voilà, donc il y avait des choses comme ça. Donc moi aujourd'hui, le focus c'est plus effectivement de faire monter
nos principaux, donc on appelle ça des hubs, nos pays satellites, enfin satellites ou pas, il y a le hub France d'ailleurs, mais voilà nos pays. C'est vraiment, moi la France aujourd'hui, il y a un existant qui est très solide, il y a une équipe qui est plus importante, il y a la notoriété, etc. Donc j'ai envie de dire le bateau il roule, il faut, c'est un peu, vous avez une équipe qui gagne, il faut pas la changer, on continue, on fait plein d'autres choses. Alors du coup, on a embauché une field marketeuse pour la France également. Effectivement, là, on innove aussi, on essaye du content syndication, on essaie d'autres choses. Mais je dirais, pour moi, la priorité, c'est de s'assurer que l'Allemagne, l'Italie, on met beaucoup de focus sur ce pays aussi. On sait que c'est un marché où il y a vraiment un vrai potentiel. Donc, pour moi, c'est vraiment aller au plus près de ces pays, en prenant soin aussi de se faire sa propre opinion sur des idées un peu préconçues. C'est-à-dire qu'on va se dire, oh là là, l'Europe du Sud, français inclus, ils parlent pas bien anglais, il faut localiser, il faut faire des activités en espagnol ou en italien. Bon, et bien en fait, quand on discute avec l'équipe italienne, leur message c'était de dire, Virginie, non, traduis pas. Pour cette année, on peut faire sans. Ok, donc et ça n'empêche, c'est hyper important parce que le fait de pas traduire en une langue, ça nous enlève une charge extrêmement forte. Les traductions, c'est un des enjeux les plus douloureux pour le marketing. C'est compliqué, il faut de la review. On est sur des métiers quand même un peu complexes, donc faire traduire à des agences, ça demande quand même une relecture importante. Donc il faut vraiment être à l'écoute de ce que disent les pays parce que c'est eux qui connaissent leur marché et on se rend compte effectivement qu'en combinant de l'anglais sur du digital mais aussi des petits déjeuners en langue native avec un partenaire local, et ben voilà, on arrive à trouver des recettes qui gagnent. Voilà, je pense qu'il faut pas s'emballer. L'Europe c'est compliqué. Nous on fait par exemple tous les trimestres ce qu'on appelle un symposium. Un executive symposium. Alors mes collègues me tireraient les oreilles si je résume ça en disant c'est comme un gros webinar, mais en fait c'est un peu un gros webinar, mais qui se décline avec 2 tables rondes auxquelles un nombre limité et un groupe sélectionné de prospects va pouvoir avoir un échange personnel avec l'intervenant client. Mais donc on faisait ça et puis donc c'est global, donc il faut que ça marche pour les US, pour l'Europe. Donc du coup forcément en Europe ça commence vers 17h, 17h30. Alors là je suis arrivée, c'était non mais tu verras, ça peut pas marcher parce que 17h, tu comprends, les Suédois ils sont déjà rentrés chez eux et puis les Français c'est tard et puis les Allemands ils dînent tôt. Et enfin bon, à écouter un petit peu, on se dit mais on peut pas faire quelque chose de global. Et en fait, on se rend compte que si on s'y met un peu. Alors après, pour faire écho à ça, il y avait l'Europe du Sud qui me disait « Oh non, mais les Espagnols, un truc en anglais, ils écoutent pas. Hein. » Alors quand on s'est dit « Ok, j'ai bien compris, c'est la calamité pour l'Europe, mais juste pour s'amuser, on va se mettre une petite cible et puis on va mettre des cibles du style « Tiens, l'Espagne, tu vas ramener 30 inscrits. » Enfin voilà. Et l'Espagne, là, ça fait 2 symposiums que nous faisons. Et donc là, je leur ai dit, pour la prochaine fois, vous aurez des cibles beaucoup plus élevées parce qu'en fait, ils explosent les cibles. Donc on voit que quand c'est bien marketé, quand c'est bien expliqué, quand on a quand même un client qui fait mouche, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir un client européen, une brand qui parle un petit peu à tout le monde, etc. Bien que vous soyez un Espagnol avec peut-être un niveau d'anglais moins fort que le Suédois qui à 17h d'habitude est en train de s'occuper autrement, et en fait, on se rend compte qu'on arrive à quand même engager notre audience parce que il faut d'abord travailler sur le message, la proposition de valeur et après j'ai envie de dire l'horaire, la langue, le support. On se rend compte que les gens s'adaptent. On se rend compte que même si aujourd'hui, post-Covid, entre guillemets, les gens, ils ont énormément d'appétit pour revenir sur des salons, sur des breakfasts, etc., le digital, ça s'est enraciné. Et les formats comme ça que vous pouvez consommer d'une oreille parfois un petit peu distraite, en restant quand même connecté à vos emails ou des choses comme ça, ça reste extrêmement puissant. Alors là, on est rentré dans le dur avec des sujets très opérationnels. Si on remonte un peu sur des sujets stratégiques, Mirakl, c'est un budget de c'est un produit qui coûte à peu près combien? Quel est le processus de décision pour vendre le produit?
le cycle de vente. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces grands principes, mais pour qu'on puisse un peu le... Oui, alors ça reste l'investissement pour une marketplace, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un investissement qui se fait, c'est vraiment un investissement stratégique. Une entreprise qui décide de mettre en place une marketplace, c'est porté par les C-level, le CEO, le COO, etc. Le Chief Digital Officer, bien sûr aussi. Donc c'est des cycles de vente qui sont longs, complexes. De combien à peu près? Alors, on va dire que on est plutôt autour de 6-9 mois. Ok, on tend à réduire, on y travaille tous, c'est le marketing aussi pour réduire. C'est pas tant que ça finalement pour des projets aussi structurants. Oui. Oui. Enfin, ça dépend à partir de quand ils arrivent dans le tunnel. Mais oui, mais non, c'est vrai. Alors après, mais de toute façon, c'est toujours des moyennes. Il y en a qui vont dire, on a mis 2 ans, 3 ans. On voit aussi. D'ailleurs, c'est pour nous un enjeu dans la croissance. On se rend compte que les deals qu'on signe justement assez vite, en 6 ou 9 mois, ils sont sur des marchés sur lesquels on est déjà depuis un certain temps. Parce que c'est des gens qui sont souvent passés comme lead, qui ont fait quelque chose, 3 petits tours et puis s'en vont, ils étaient pas mûrs. Et donc cette maturité, elle s'acquiert. Donc des cycles de vente d'environ 6 à 9 mois, ça varie un peu. Là-dessus, on est ça c'est des stats un peu marketing, mais on dit souvent que pour qu'un compte soit touché, engagé, il faut qu'il y ait environ 15 personnes dans le compte qui interagissent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on voit bien. Ça me paraît énorme. C'est énorme. C'est énorme et c'est pour ça que... En termes de gestion des personas, j'imagine l'usine à gaz, mais du coup, je suis... Mais en fait, il y a le decision maker, il y a l'influenceur, il y a énormément... En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont touchés. Et je pense d'ailleurs que c'est un des enjeux pour que nous croissions sereinement. Bravo, c'était bien celui-là. J'ai réfléchi. Pour que cette croissance soit sereine, il nous faut... alors moi, je crois beaucoup au fait qu'on travaille à convaincre les C-level, toutes les opérations que nous construisons pour éduquer et pour influencer la C-suite, elles sont évidemment déterminantes, hyper importantes, et c'est ce qu'il faut faire. Ça, j'y crois. Mais aujourd'hui, quand on voit les enjeux de croissance qu'on a et la vitesse à laquelle on veut aller, un de mes objectifs, probablement cette année vers le dernier trimestre, en Q4, mais certainement en 2023, et ça c'est des choses dont je parle avec mon CMO, etc., c'est je pense qu'il faut qu'on s'ouvre et que on éduque, entre guillemets, beaucoup plus de gens. Il faut que Miracle ce soit pour n'importe qui à niveau manager, etc., dans tous ces départements que nous touchons, c'est-à-dire le marketing, la vente, le digital, etc. Il faut que tout le monde soit éduqué sur la proposition de valeur de la marketplace, qu'ils connaissent Miracle. Et à terme, pour moi, l'objectif, mais ça c'est beaucoup plus loin, c'est que moi je crois vraiment que générer de la demande, générer des nouveaux clients, donc ça c'est ce qu'on fait au quotidien. Alors on va faire un petit déj et puis on va ramener un lead, on va faire du contenu, de content syndication, on va ramener un lead, etc. Mais au final, nous on va réussir quand on va avoir un inbound extrêmement solide que nous avons sur certaines géographies. Et pour moi, cet inbound, pour qu'il soit très solide, il faut bien sûr qu'il y ait de la notoriété. Il faut que les gens pensent Marketplace Miracle. Ça, c'est la première des choses. Et donc ça vous assure que les gens viennent vers vous. Après, le stade ultime, c'est qu'il faut pour moi que la brand Miracle soit alignée avec des valeurs et que Miracle génère un peu de l'envie, parce qu'on ne va pas juste en se disant tiens, aujourd'hui il faut que j'ouvre une marketplace, je vais aller chez Miracle parce que j'ai vu c'est le leader, etc. Il faut qu'on arrive à se dire je veux ouvrir une marketplace, Miracle est le leader et en plus je vais les contacter parce que cette boîte ils sont vraiment top. Et donc ça c'est cet alignement entre la brand, la demand et la marque employeur, parce qu'il faut aussi imaginer que
voilà, je vous disais en préambule que c'est chaud pour recruter. Hein. Alors en France, oui, je veux pas dire que c'est plus simple parce que ça reste compliqué. Par respect pour toutes les collègues qui rament à embaucher des talents en France, mais c'est encore plus dur dans des pays où, en fait, Mirakl, on reste encore une entreprise très peu connue. Alors là, j'ai envie de t'envoyer plein de balles. Ça me fait penser à ces stratégies de conquête. Alors, il y a vraiment, peut-être que sous ton contrôle. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses? On pourrait dire que dans le soft, un des marchés les plus matures, ça peut être tout ce qui est CRM. Et donc, si on prend les exemples Salesforce, HubSpot, l'un a fait son attaque par le haut et l'un par le bas, et finalement, ils se retrouvent maintenant quasi same en termes de. Peut-être que tu as un autre regard, hein, d'ailleurs. Mais du coup, ça pose la question de quiconque est en mode SaaS B2B sur des sujets, des sujets structurants pour une entreprise. Est-ce que j'attaque le marché par le haut ou par le bas, donc les thinkers ou les doers? Si je reformule votre stratégie de conquête, c'est vous étiez pionnier, donc vous avez pu aller vers le haut, mais il faut surtout bien considérer aussi toute la base des utilisateurs. Comme ça, vous allez couvrir l'ensemble du champ. Oui. Est-ce que ça, c'est le b.a.-ba du marketeur B2B SaaS, ou j'ai fait un gros résumé et tu pourrais présenter la situation autrement en termes de conquête? Je pense que tu résumes bien. Après, je pense que ça dépend. Je sais pas si c'est le b.a.-ba du marketeur SaaS. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de ce que l'on vend. Parce que quand on vend des outils à 10K, on peut avoir une stratégie qui est juste bottom-up. Je pense que on n'est pas très très structurant. Donc je pense que il faut faire attention par rapport à ce qu'on vend, et parce qu'il y a des produits qui sont très structurants, il y en a d'autres qui sont plus nice to have, et donc voilà. Plus c'est stratégique, plus il faut aller vers du top down. Ça c'est clair. Mais je pense qu'à un moment, pour aller plus vite, il faut que les tenailles se resserrent. Et du coup, comment est-ce qu'on parle au C-level, et comment est-ce qu'on parle au doigt, et comment est-ce qu'on fait cohabiter deux tactiques marketing en même temps? Voilà. Alors ça, pour l'instant, effectivement, j'y suis pas, puisque nous aujourd'hui, on a vraiment cette logique purement C-level. Ok. Alors aujourd'hui, je dirais il y a plusieurs choses. Et encore une fois, c'est vraiment, on n'a pas réfléchi ça en tant qu'équipe, on n'a pas. Moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment, il faut qu'on démocratise un peu l'accès à notre savoir, à notre connaissance. Alors bien sûr, on a des blogs, on a tout ça, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on soit innovant sur faire partager tout ce qu'on apprend quand on gère une marketplace, tout ce qu'ont appris nos clients. Je pense qu'il peut y avoir, encore une fois, ça c'est juste un petit peu des idées, mais on a vu, moi j'ai certains collègues qui aujourd'hui payent des influenceurs sur LinkedIn, ou qui ont des chaînes YouTube. Alors ça paraît un peu décalé, hein, mais en fait pas tant que ça. Et ça permet de reacher, enfin de toucher des populations qui sont plus gourmandes effectivement de ce genre de channel, plus que d'aller directement vers le fournisseur pour s'éduquer. Donc moi je pense qu'il va y avoir une stratégie peut-être un peu élargie, moins premium. Aujourd'hui, un C-level, il va pas regarder une chaîne YouTube, il va plutôt aller auprès d'un analyste de Forrester ou du Gartner pour se documenter. Donc nous, on a fait ce travail, on est aujourd'hui, et il faudra jamais l'arrêter, c'est vraiment un pilier fondateur. Maintenant, voilà, ce n'est pas le monsieur tout le monde, le doer, comme tu l'appelais, qui va s'évangéliser auprès de Forrester. Donc il va y avoir, je pense, c'est un petit peu ces deux channels. Je suis pas sûre que l'histoire qu'on raconte soit foncièrement différente.
parce que, comme je le disais, on a cette chance d'avoir une mine d'or de clients heureux avec des use cases très spécifiques, très spécifiques et très très pertinents plus que spécifiques, qui vont parler à beaucoup de leurs pairs. Donc, je pense que c'est mettre cette histoire au niveau de celui qui va la consommer. Donc, un C-level, il va probablement être plus dans comment tel ou tel pair a optimisé ses marges ou alors qu'un doer va être plus la mise en œuvre, ça a pris 3 mois, 6 mois, mais au final la story qu'on va raconter, pour moi elle restera probablement très semblable. C'est une question de point de vue, mais c'est le même récit. Ok. Ouais. Et alors, on parlait de 15 personnes dans le schéma de prise de décision. T'as combien de personas Tu gères combien de personas? Alors ça, c'est quand je disais 15, c'est aussi d'un point de vue marketing, c'est se dire quand on a un compte, parce que nous, je te disais, on a pratiquement 4000 comptes, et alors ils sont, on leur parle tous les jours de façon digitale via LinkedIn, mais on envoie aussi des emails. Quand on a un nom ou 2 noms dans un compte qui a 10 000 salariés à travers le monde, c'est pas touché. Okay. Nous aujourd'hui, en termes de persona, on est vraiment focus sur la C-suite. Donc ça va être le CEO, ça va être le CDO, ça va être derrière tout ce qui est, c'est eux mes grandes personas aujourd'hui qui sont adressés par le product marketing. Ok. Est-ce que là depuis 6 mois, tu as observé on a déjà parlé de quelques quick wins qui ont bien marché. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont bluffé ou d'autres qui t'ont insatisfaite parce que tu avais peut-être pu les expérimenter ailleurs et ça a fait plouf? Est-ce que tu peux nous donner des retours d'expérience très concrets sur des choses que tu as mis en œuvre ou que les équipes ont mis en œuvre? Ce dont j'ai été très contente déjà, ça a été quand je suis arrivée, j'ai vraiment eu le sentiment on parlait de continuer à faire voler l'avion en même temps qu'on le reconstruit, et donc ce qui a été très très satisfaisant à la fin du premier trimestre, ça a été de voir qu'on avait pour la première fois complètement. Alors on a des cibles extrêmement ambitieuse, parce qu'on a une croissance énorme à faire, etc. Et on ratait la marche au marketing. Alors on a des cibles d'opportunités à sourcer, c'est un métrique assez tradit. Et on ratait la marche régulièrement. Alors pas de beaucoup, mais ça générait la petite frustration dans l'équipe de se dire zut, il m'en a manqué 2, il m'en a manqué 3. Il manquait ce petit chouïa pour se dire ouais. Et là, on s'est vu, et il y a eu sur la dernière dizaine de jours de décembre, avant la trêve des confiseurs, avant Noël, etc. Et on était toutes vraiment dans le même bateau à se dire allez, on essaye de forecaster. On a fait cet événement, qu'est-ce qui va sortir, et on s'y est mis comme ça. Et je leur disais vous allez voir, on va y arriver, on peut les faire, et on les a fait. Et on a atterri pile au nombre d'opportunités qu'il fallait sourcer. Et là, la leçon, ça a été de se dire, bon, alors qu'est-ce qu'on a fait? Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait travaillé de façon encore plus collaborative avec l'équipe nous on les appelle des BDR, donc Business Development Rep. Et donc, on avait été encore plus proche d'eux. Non pas pour leur mettre la pression de façon méchante, alors t'en fais quoi? Mais de dire, bon, par rapport à ça, quelles sont les conversations que tu as, etc. Et on a vu que, comme ça, en travaillant main dans la main encore plus fort, on arrivait à obtenir le résultat. Et ce qui a été super sympa encore, c'est que là, on se parle, on est en avril, donc on a fini Q1, et non seulement on a fait nos chiffres, mais en plus on les a dépassés. Donc ça, c'est se dire, ça y est, on a trouvé un peu une recette. Voilà, donc la première des choses qui m'a bluffée, c'était la rapidité avec laquelle on arrivait à ajuster. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bon, en fait, il y a tout vraiment les bons ingrédients pour que ça marche. Il faut juste twister. Ok, donc ça a vraiment été affiné. Ça a été de mettre un focus à tout le monde sur la performance.
Parce que pour moi, le marketing, c'est bien. Avoir du volume, c'est super. Mais ce qu'on veut, c'est surtout de la qualité. Et moi, je cherche beaucoup à faire que collectivement, l'équipe, on soit focus sur la performance de ce que nous faisons. Voilà, donc ça a été la première chose qui était particulièrement la bonne sympa. surprise. C'était la bonne surprise, c'était de se dire, voilà, on arrive rapidement à pivoter vers plus de performance, plus de qualité. Et après, la grosse surprise dans l'autre sens, c'était ça, c'était de se dire, oh là là, mais je suis dans une licorne, on fait plein de choses avec des choses innovantes, mais digitalement, on est un peu... voilà, un état très très embryonnaire. Ça, c'était ma très très grosse surprise. Tu parlais de la recette du gâteau et ça m'a, si je peux te dire ce que ça m'a évoqué. Alors si je reformule, l'objectif c'est d'amorcer Q3 avec la bonne recette du gâteau. C'est enfin, d'un excellent gâteau. Un excellent gâteau. Un excellent gâteau. Parce qu'aujourd'hui, il est comestible. Il est bon. Il est bon. Il est là, un gâteau inoubliable. Inoubliable. Mais le premier truc que je me suis dit, c'est mais est-ce possible? Est-ce que justement l'industrialisation du processus, c'est pas justement perdre? Alors, ouais, ça c'est une super question parce qu'effectivement, en fait, à un moment, on peut pas, enfin, il faut quand même qu'à un moment, on se dise, on a la recette, ça va marcher et on sait que ça marche. Après, l'enjeu, c'est de ne pas se reposer sur la recette. Et ça c'est très clair. Il faut pas se reposer sur ses lauriers, mais déjà, en fait, je me suis peut-être mal exprimée, mais si tu veux, c'était vraiment cette idée de dire, aujourd'hui, on a des bugs un peu dans tous les sens, ok. Enfin, je dis ça avec humilité, mais aussi beaucoup de fierté parce qu'on a résolu beaucoup de choses. Donc, mais il y a encore plein de choses. Typiquement, Google n'est pas encore en marche en Allemagne. Enfin, on a des SEO. Enfin, on a refait nos sites web. Alors, c'est avant que j'arrive, mais les sites web aujourd'hui, on est en train de refaire nos sites web, donc il faut faire tout un travail de SEO. Donc, il y a plein de choses à faire. Et c'est pour ça qu'il faudra reposer sur nos lauriers, mais il faut quand même qu'à un moment on arrive à un niveau de sérénité pour se dire bon voilà, ce que je fais c'est bien, je dépense pas bêtement de l'argent, j'ai la performance, enfin il faut qu'on soit dans les clous. Pour moi c'est très important que tous nos indicateurs de performance soient dans le haut du benchmark. Voilà, et à ce moment-là effectivement on est quand même dans une zone de sérénité en se disant qu'on fait les bonnes choses, qu'on a les bons messages, voilà. Et donc, il faut continuer continuellement à affiner ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, pour moi, la priorité quand je parle de cette recette, c'est voilà que tous les indicateurs sont au vert. Ok. Du coup, c'est plus clair. C'est pas le goût final, mais c'est l'industrialisation du processus qui est le bon gâteau et pas le. Oui. Non, c'est vraiment. Et parce qu'il sort de lui. Enfin. Oui, on est d'accord. Les sales, t'en as parlé un petit peu là avec les BDR. Le sujet traditionnel de n'importe quel marketeur B2B, c'est la relation avec les commerciaux. On se dit que chez les licornes, ça doit être la relation doit être exemplaire. Comment est-ce que tu témoignes de ça et quel est le rôle du marketing? Est-ce que c'est vraiment un provider de lead? Si on peut en faire une description en une phrase, ou est-ce que tu le vois autrement? Alors, moi, je pense que ce qui est très important, c'est que ça doit être un travail d'équipe. Le marketing, il porte une partie importante de la génération de pipe, mais il n'est pas tout seul. Il y a le marketing, et le marketing, il fait partie de 4 piliers. Les sales eux-mêmes, ils doivent aussi prendre leur destinée en main et générer du pipe. Les partenaires, on a ce gros vecteur, et le marketing, à travers du marketing partenaire, doit contribuer à aider les directeurs des partenariats, etc., à mieux travailler avec leurs partenaires. Il y a évidemment les BDR, et il y a nous. Donc moi je pense que c'est ces quatre jambes qui doivent bien marcher entre elles. Donc le marketing, on est l'une d'elles. Je pense que pour moi c'est important que l'équipe soit en confiance aussi pour que dans des réunions où il y a des griefs sur le pipe ou etc. On se sente pas nous ciblés. On fait partie d'un groupe qui doit collectivement travailler à cette génération de pipe.
Donc pour moi, la relation entre le field marketing et les directeurs commerciaux en pays, elle est clé. Elle doit être vraiment d'un alignement très fort sur les cibles qu'on veut prioriser, hein, parce qu'en fait, il y a quand même un énorme travail quand on est en hypercroissance. Par défaut, on se dirait, tiens, je vais prendre tout ce qui passe. Et en fait, non. Justement, il faut être très focus sur vraiment sélectionner les bons leads où on va pouvoir aller le plus vite et gagner le plus. Enfin, voilà, on va avoir le plus de chances de gagner. Donc c'est vraiment un travail main dans la main qui doit se faire pour bien cibler, bien définir quelle est l'audience, quels sont les messages qu'on veut pousser, quels sont les visuels qu'on va... Enfin, je dis pas qu'on n'associe pas nos RVP à chaque fois qu'on va faire une bannière ou un truc. Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important que le RVP soit au clair sur quel est le message qu'on va pousser, quel est le vertical peut-être qu'on va mettre en évidence, parce que on a choisi aussi sur ce premier trimestre justement d'avoir une approche avec une campagne verticalisée, donc sur des comptes fashion and beauty en Europe. Et vraiment, on a conçu ça, et là-dessus, c'est pas moi qui suis à l'origine de ça, mais j'en suis un acteur. En fait, on a la chance chez Mirakl d'avoir une personne qui a un rôle assez cross-fonctionnel au niveau commercial et qui fait en sorte, qui est garante en fait que le pipe soit rempli. Et donc elle a 4 partners in crime, et c'est donc moi pour le marketing, le directeur alliance, le directeur BDR et puis le directeur commercial. Donc on a fait le choix de cette campagne verticale fashion and beauty qui était très pertinente pour certains, pour la grande majorité de nos marchés, mais parfois un petit peu moins. Donc il est important que le RVP, quand on lui dit fashion and beauty, et si lui se dit bof, il faut arriver à l'embarquer, et c'est hyper important d'avoir un alignement de chaque instant avec l'équipe commerciale. Donc nous, on a cette force d'avoir une personne qui veille à ce que nous, les têtes de département, on travaille ensemble, vraiment main dans la main. Et derrière, il y a un alignement très fort qui est... alors, on est encore à une étape dans beaucoup de nos pays où les équipes sont de taille très humaine. On connaît tout le monde au bureau, on déjeune ensemble, voilà. Et donc, il y a une connivence, une complicité qui fait que la cohésion d'équipe est hyper importante. Et donc, pour moi, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se rapprocher au mieux des équipes commerciales, à la fois par de l'informel et à la fois par cet alignement. Nous, on est très clair. Moi, ce que je dis, c'est on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. On n'est pas borné, mais il n'est pas question que le 20 avril, un RVP nous dise « Ah non, mais moi, j'ai très envie qu'on fasse ça pour le 20 mai. » Non, parce qu'on a un plan. Ce plan, il est là pour supporter la partie du pipe qu'on doit apporter. Et bien sûr que ponctuellement, on dit oui parce qu'on n'est pas borné, encore une fois. Mais il est très important qu'on arrive à construire un plan robuste, qu'on le communique et que l'équipe commerciale soit confort avec ce plan pour qu'on exécute. La semaine dernière, il y avait Maxime Baumard de Penny Lane qui était à ta place. Et il y a évidemment plein de choses qui sont où vous reconnaîtrez, mais il parle aussi du service marketing qui est au service de l'ensemble, qui est une sorte d'agence interne, un peu aussi au service de la demande. Et on voit que chez vous, justement, il faut faire attention à ce côté à la demande, parce que ça pourrait peut-être... Oui, moi je fais très attention, c'est pour ça que je dis on n'est pas borné, mais moi je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans la phase dans laquelle Mirakl est, on ne peut pas être au service de tout un chacun. Il faut être extrêmement structuré, il faut être extrêmement méticuleux, l'exécution elle doit être parfaite à chaque instant, et c'est très important pour moi qu'on ne déraille pas. Parce que effectivement tout le monde a une super idée. En Europe, on doit servir une dizaine de pays, donc tous les jours il y a un nouvel événement qui se crée. Franchement, il y a forcément un fournisseur qui a inventé le meilleur trade show de la planète dans son pays, et forcément on va pas être sur tous les trade shows. Donc pour moi c'est vraiment un point de vigilance. Moi je fais vraiment très attention à ce qu'on ne soit pas ah bah tiens, j'ai besoin de ça, le marketing peut le faire. Non.
pas toujours. On a quasi fini. Est-ce que tu pourrais nous donner tes outils ? Est-ce qu'il y a des outils sur lesquels tu pourrais ne pas vivre ? Alors, ne pas vivre, eh bien, Salesforce, HubSpot, on les a cités, hein, nous c'est au quotidien. Et on est en train de déployer Six Sense, qui est, alors c'est comme Demand Base, etc. C'est vraiment des outils d'intent et qui sont vraiment des grosses boussoles pour tout ce qui est l'ABM. Alors c'est une façon assez réductrice, hein, parce que c'est des outils hyper puissants qui font plein de choses, qui permettent de monitorer plein de choses. Mais au marketing, c'est surtout des outils qui nous permettent de traquer les activités sur nos mots-clés, les activités inconnues, les activités connues. Donc c'est une bonne boussole. Ce sera la première fois que je travaillerai avec Six Sense, mais j'ai travaillé avec d'autres outils. Et je trouve que c'est une boussole assez pratique. Ce n'est qu'une boussole, donc si on ne sait pas bien s'en servir, ça ne donne pas de résultat. Mais ça permet quand même, en termes de, lorsqu'on est sur plusieurs marchés avec des maturités assez différentes, ça permet de bien voir ce qui bouge ou ce qui ne bouge pas sur les marchés. Donc ça, c'est un petit peu mon stack. Ton cockpit. Oui. Ok. Virginie, merci infiniment. Oh, Kiss My Sky, c'est fini pour aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode ? Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hypercroissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur instincollectif.com.